Franchement, il faut être timbré pour penser des choses comme ça. L'eau qui se trouve sous mes pieds, là où sont nés mes parents, mes arrière-parents, dans ce pays-là, africain qui s'appelle le Niger, appartiendrait à l'Union européenne. Je pense qu'il a fumé un peu une partie du canapé de son salon pour nous sortir des propos, des inepties de ce genre. Comment la diplomatie française a perdu celle-là même qui avait, où vous avez autant de Chirac, autant de Pompidou, mais la diplomatie française c'était une diplomatie de classe exceptionnelle. Mais c'est le même Macron qui a détruit aujourd'hui la diplomatie française. Vous avez vu, même au niveau du ministère des Affaires étrangères, il a détruit le statut, n'est-ce pas, qui conférait les diplomates français à l'étranger. Prenons le deuxième cas, celui du Burkina. Mais c'est le même ambassadeur du Burkina là, qui aujourd'hui a fait par des ramifications, emprisonné un de nos chefs frères panafricains, en l'occurrence Nextor Podacé, qui se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux, soi-disant pour incitation à la destruction de l'ambassade du consulat français. Mais quand votre dignité elle est mise en difficulté, mais vous vous attaquez au bien aussi de l'autre pour lui montrer qu'il n'est pas chez lui. Et à l'époque, Nextor Podacé demandait à ce que le Burkina soit respecté. A-t-il tort d'avoir demandé ça? Nous profitons d'ailleurs de ce plateau, n'est-ce pas, très respectueusement, pour demander au président Ibrahim Traoré de la manière sankariste de mettre Nextor Podacé dehors et de lui accorder une liberté. Et je voudrais lui donner un exemple. Sur l'ancien chef d'État du Burkina, le capitaine Isidore Thomas Sankara, il faut qu'il prenne un exemple sur lui. Il y avait une étudiante burkinabé à l'époque à Paris qui était à quelques semaines de son examen rejeté, un examen qui est rejeté. Donc, sa carte de séjour partait à inspiration. Cette fille-là a été mise sur le vol UTA et renvoyée vers le Burkina. Vous savez ce qu'il a fait le président Thomas Sankara? Il s'est déplacé à l'ambassade, au consulat de France. Il a pris le premier secrétaire du consulat, il a foutu sur le premier vol. Il faut désormais que la loi du talion soit appliquée par le chef d'État. Si vous voulez nous faire respecter, si vous voulez vous faire respecter, face à ces genres de situations, on ne peut pas venir, n'est-ce pas, sur vos sols, venir emprisonner un des vôtres sous prétexte de la diplomatie. Mais de quelle diplomatie on vous parle? Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir encore choisi TLR TV. Bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Au milieu de cette interview, l'arrestation musclée de l'opposant sénégalais Ousmane Sanko jeudi par les forces de police sénégalaises. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry seront également de la partie. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau El Hadj Souleymane Hamzat, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Passionné des questions de sécurité, il a été à l'école d'application des forces de sécurité publique. Après cette initiation, il va se retrouver très jeune en plus en Libye pour une formation militaire au sein des forces spéciales. Promotionnaire du colonel Monton Kérékou, fils du regretté général Mathieu Kérékou, Hamzat a croisé également sur son chemin de formation en Libye d'éminents hauts gradés des armées dont l'ex-chef d'État libérien Charles Taylor. J'imagine que vous avez aussi rencontré le colonel Muammar Kadhafi. Sans aucun doute, lequel est d'ailleurs ami à mon père. Parlez-nous-en, donc, comment vous l'avez rencontré, comment ça s'est passé, à quelle occasion? Ben, écoutez, il s'agissait de réunir les forces des mouvements de révolution à l'époque dont il était le grand parrain. N'est-ce pas? Et lors d'une rencontre avec ces mouvements, l'occasion lui a été donnée, n'est-ce pas, de l'approcher à travers celui-là qui s'appelle Moussa Poussa, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs un parent à lui.
qui est aussi un ami à mon père. J'ai été présenté à lui, m'a serré la main, m'a encouragé, m'a demandé de persévérer dans ce que je fais. Et je suis plus de savoir que eux, ils sont finissants, que la relève nous appartient. Ça a été une occasion. C'était la première occasion pour moi. Ça a été une joie pour moi, parce que pour moi, c'est une école. Merci Abzat et merci aussi d'avoir accepté encore notre invitation. Alors, le monde bouge, l'Afrique aussi bouge pour ne pas dire, l'Afrique se réveille. Quelqu'un disait, quand l'Afrique se réveillera, le monde tremblera. Est-ce qu'on peut penser que nous y sommes maintenant? L'Afrique est en train de se réveiller ou elle continue à dormir? Non, il faut faire une différence entre l'Afrique, cette Afrique-là de manière globale, et les mouvements de masse que nous observons ces derniers temps. Et moi, j'inscris ces mouvements de masse euh, dans un contexte de refus de l'ONU, des lois et règlements qui nous ont été imposés par l'oligarchie, n'est-ce pas? Ces mouvements-là que vous avez à travers le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Centrafrique, et d'autres qui se préparent à venir, sans aucun doute. Je pense qu'il faut faire une différence entre ces deux Afriques-là. Il y a l'Afrique des potentats, celle-là qui faire en sorte que nous demeurons stade, c'est-à-dire ceux-là qui sont prêts à servir de manière délibérée et infinie le colon, et cette Afrique-là à laquelle nous nous appartenons, d'ailleurs qui s'inscrit dans l'idéologie panafricaniste et qui refuse le dictat, qui refuse les accords coloniaux, qui refuse le code noir, etc., etc. Oui, mais il y a certains observateurs, évidemment, de l'Afrique estiment que ces mouvements, s'il faut les qualifier comme ça, seraient juste un feu de paille et que ça va s'éteindre bientôt, c'est-à-dire ce qu'on observe bien entendu au Mali, au Burkina, en Guinée, aussi en Centrafrique. C'est juste pour quelque temps et puis bon, on va repartir encore sur les vieilles bases. Je ne pense pas avoir le même avis. Quand vous, au constat, faisons un constat, quand ça avait commencé au Mali, tout le monde disait oui, voilà, ça va s'éteindre d'ici quelques mois. Mais il a fallu que les autorités maliennes tiennent, restent droit dans leur botte pour que plus tard, la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, rentre dans cette crainte-là de contagion. Et rapidement, on a vu le même phénomène se produire et enfin au Burkina Faso, sans oublier de l'autre côté la Centrafrique, qui, pour ne citer que ces quatre États-là, sont des États qui ont décidé de prendre leur envol. Et pour la génération à laquelle nous appartenons, je pense que la dignité, l'intégrité de notre territoire, de nos territoires et éventuellement le réveil de la conscience noire font partie des lignes directives tracées par ces mouvements, ces différents mouvements auxquels d'ailleurs adhèrent les masses. Et en toute synergie, il faut le dire avec le chef d'État, quand vous prenez le président du Mali, en toute synergie avec son peuple, la Guinée, on y doute un peu, mais le président de la Mali n'hésite pas, là où il faut taper sur la table de paix, avec brio d'ailleurs, et le Burkina, n'en parlons pas. Ils vont même dans le cadre que nous connaîtrons bientôt, la fédération, n'est-ce pas, de ces trois pays-là, et qui donne de l'insomnie non seulement aux Occidentaux, mais à nos chefs d'État de la CEDEAO. Alors donc, à ces mouvements, il faut ajouter la crise sécuritaire internationale. Je fais allusion ici au conflit en Ukraine. On assiste depuis là à un balai diplomatique des grandes puissances en Afrique qui tentent de rallier l'Afrique à leur cause. Alors, quelle devrait être la posture de l'Afrique dans cette guerre de positionnement? Chers frères, vous voyez, il fut une époque où l'Afrique était prête à tout accepter. Mais de nos jours, compte tenu des mouvements de masse que vous voyez, mais l'Afrique a opté pour une autre manière de réfléchir à travers cette jeunesse-là. De toute manière, nos chefs d'État ne vont pas eux-mêmes pour aller supporter
telle équipe ou tel pays. Eux, ils n'ont que la volonté politique, la volonté de décision. Mais les acteurs principaux, ce sont nos parents, notre jeunesse. Et cette jeunesse-là dit non, elle dit niet, elle refuse totalement ce genre d'engagement, n'est-ce pas, qui frise à créer beaucoup plus de problèmes à notre État. Nous avons des problèmes d'électricité qui ne sont pas réglés. Nous avons des problèmes dans l'alimentation. Nous ne sommes pas autosuffisants sur le plan alimentaire. Nous avons des problèmes sanitaires. Nous avons des problèmes de notre armée en matière d'équipement et autres. Les problèmes sont énormes pour faire fi à tout ça et aller apporter son soutien à un pays d'ailleurs qui nous venait en aide aucunement. Je ne vois pas tel est le rapport particulier que l'Ukraine entretenait avec les pays africains. Donc, pour nous autres, panafricanistes, nous pensons que c'est une vue de l'esprit. Et il va falloir que nos chefs de l'État, contrairement à des décisions qui sont prises pour favoriser le colon, puisque je vous ai précédemment parlé de deux Afriques, l'Afrique des mouvements de révolution et l'Afrique des potentats, il faillit que nos chefs d'État réfléchissent à des solutions endogènes pour parer, n'est-ce pas, au bien-être de la population que d'aller se retrouver dans la guerre. Et j'allais chuter sur ce point-là en vous disant que l'opération spéciale qui a été lancée en Russie et par la Russie, n'est-ce pas, est une opération qui vise, d'après les autorités russes, à la dénazification et à la démilitarisation de l'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine est un gros réservoir d'armement après sa séparation des socialistes et soviétiques. Et la plupart des armes que vous trouvez sur notre théâtre d'opération étaient vendues de manière un peu mafieuse et acheminées vers nos théâtres d'opération. Vous verrez d'ailleurs sur tous les théâtres de combat en Afrique que l'arme la plus utilisée est la Kalachnikov. Je ne pense pas que l'État russe de son temps pourvoyait des rébellions en Afrique. Et mieux, l'État russe n'a jamais colonisé l'État africain. Donc, par conséquent, c'est une vue de l'esprit d'aller se jeter dans la guerre. Évidemment, lorsque vous parlez des armes qui proliféraient, évidemment, autour de l'Ukraine, où tout allait encore mieux, on se rappellera également qu'au Congo-Brazzaville, lors du coup d'État de 1997, il y a eu des pilotes ukrainiens avec les hélicoptères, je crois, achetés là-bas de combat, qui massacraient les populations congolaises. Mais bon, alors, donc on parlait de ce repli, ce qu'il faut appeler ça identitaire, parce que l'Europe justifie son soutien à l'Ukraine simplement parce qu'ils ont la même culture, ils conduisent les mêmes voitures, ce n'est pas moi qui le dis. On a suivi ça sur les plateaux télé, pas les moindres, bien entendu, et donc son appartenance à l'Europe. Alors, aujourd'hui, il y a un souci, c'est que on veut rallier l'Afrique à cette cause. Dans le même temps, il faut signaler qu'en Afrique aussi, comme vous l'avez d'ailleurs signifié tout à l'heure, l'Afrique a ses problèmes. Je parle ici où je pense à la RDC, la République démocratique du Congo, qui connaît un conflit, une agression, puisqu'aujourd'hui ça a été évidemment nommé, c'est une agression rwandaise depuis pratiquement plus de 2 décennies, une agression qui a déjà fait plus de 10 millions de victimes. Et là, on constate bien que la communauté internationale est absente. Et dernièrement, chose curieuse d'ailleurs, on a vu un ministre, je crois, sinon un représentant, un haut représentant de l'Ukraine, se rendre en RDC pour proposer un soutien et le matériel militaire. Quel commentaire en faire? C'est le médecin après la mort. Quand vous vous rendez compte que le Congo était frappé depuis 10 ans, que l'Ukraine n'a pas réagi, il a fallu qu'à son tour, il soit assommé. Et c'est en ce temps que, pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'un balai diplomatique ukrainien s'ébranle sur toute l'Afrique. Je pense que c'est du yo-yo. C'est du yo-yo. Et il faille quand même attirer l'attention de nos dirigeants sur ce genre d'idiotie. Vous voyez, quand vous êtes en difficulté, que vous avez besoin de votre voisin, qui vous vient d'ailleurs en aide, c'est là que vous vous rendez compte de la valeur intrinsèque de son appui.
Quand vous avez une population qui est décimée, des femmes qui sont violées, des enfants qui sont éventrés, tués, à tout va, et que pendant 10 années consécutives, vous n'avez le soutien de personne, et je crois quand même que, même si vous venez à la dernière, vous pouvez proposer même des temps, tout ce que vous voulez, que je le regarde du coin de l'œil. Je vous donne un exemple. Mon père m'a souvent dit, au moment où vous avez besoin, par exemple, de 10 euros, par exemple, je viens vous voir, je vous demande de me prêter 10 euros. Et que sur le champ, vous me les donnez, ces 10 euros-là ont plus d'importance pour moi que si vous venez après me donner 1 million d'euros. Parce que je n'en ai plus besoin. Au moment où j'en avais besoin, vous ne me l'avez pas donné. C'est vous dire quoi? Le temps, la promptitude, l'exactitude et le moment requis pour venir en aide à un peuple me paraît plus important que jouer à la diplomatie, comme on l'a vu là avec les autorités ukrainiennes. Et d'ailleurs, ces autorités-là ne connaissent pas l'Afrique. Vous les avez déjà vues en Afrique, elles ne connaissent pas l'Afrique. Elles sont propulsées en Afrique par le biais d'autres canaux diplomatiques que nous connaissons et que nous ne citons pas ici. Alors, ça vous dit quoi? Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Hein? Nous ne sommes pas des bricots. Notre mental maintenant est formaté, coagulé, panafricaniste, pour veiller d'abord à régler les problèmes endogènes avant de penser à quelqu'un qui, dans un cadre que nous ne citons pas ici, s'est permis de détruire son peuple. Moi, j'ai souvent traité le président Zelensky de suicidaire. Ouais, hier, j'ai essayé de copier la vidéo, malheureusement, je n'ai pas pu. Je suis tombé sur une vidéo hier où mais il y a une enquête minutieuse qui a été faite par un journaliste qui a retracé que tous les gars que vous voyez du côté de l'Ukraine, au fait, sont les ramassiers du front à Nusra, d'Al-Qaïda, de tout la ribambelle de délinquants que vous avez vu détruire une partie de la Syrie, de l'Irak, etc., etc., pour en fait, dans un cadre politicien, s'en débarrasser. Je m'explique. Vous voyez, les Américains, les Français, les Anglais, en tout cas l'oligarchie occidentale otano-américaine, ont permis à ce que certains pays soient détruits. Ils ont appelé ça le printemps arabe, n'est-ce pas? Il a fallu utiliser des forces pour venir à bout de ces pays-là. Mais quand vous finissez de détruire un pays, je vous prends le cas de la Libye, qui d'ailleurs, pendant 20 ans encore, ne sera pas debout. Quand vous détruisez, prenez le temps de reconstruire. Ça n'a pas été le cas en Irak, ça n'a pas été le cas en Syrie, ça n'a pas été le cas en Libye. Alors, ces éléments-là qui ont contribué à cette destruction, il faut bien s'en occuper. Alors, sous le sceau d'une certaine prétendue menace, ben, ces gens-là ont décidé de se retourner contre eux. Il fallait rapidement créer une guerre quelque part, créer des incidents qui puissent permettre de les envoyer de l'autre côté. C'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Ukraine. D'après ce journaliste-là, et aujourd'hui, tous ces gars-là que vous voyez, ils les ont mis sous le coupole de ce qu'ils appellent la Légion internationale, n'est-ce pas? Et vous voyez dedans des Anglais, des mercenaires américains, des Yougoslaves, il y a tout dedans. Et puis, à la fin de l'émission, je vais la retrouver, le journaliste a essayé de prendre toutes les effigies qui étaient sur l'épaule gauche de tout ça. Vous voyez l'effigie d'Al-Qaïda, vous voyez l'effigie du Front al-Nusra, vous voyez, il y en avait partout. Mais c'est les mêmes là qu'on a ramenés dans le Sahel tout dernièrement. Faisant croire que, voilà, ils étaient venus sur eux pour savoir quelles sont les dispositions à prendre par rapport aux prochaines élections présidentielles au Mali. Détrompons-nous, l'Ukraine est un réservoir de mercenaires. L'armée ukrainienne elle-même n'est pas au front. Ceux qui se battent aujourd'hui en Ukraine, ils sont connus et l'Afrique n'a pas à se mêler de ça. C'est une guerre à eux qui s'occupent de la guerre qu'eux-mêmes ont
volontairement allumé. Voilà, donc vous avez dit que c'est une guerre qui leur est propre. L'Afrique n'a pas à s'occuper de cette guerre. Revenons donc, restons donc en Afrique, allais-je dire, cette fois-ci. Allons vers le Sénégal. Vous avez appris jeudi que l'opposant sénégalais Ousmane Sonko avait été interpellé, mais de manière musclée, tout le monde l'a vu, au point même de briser les vitres de sa voiture pour l'extirper de force. Alors, quelle explication peut-on donner de ce genre de réalité dans un pays qui est resté longtemps, qui a eu longtemps une réputation d'ailleurs d'un pays démocratiquement stable? Je vous ai dit une fois, d'ailleurs, lors de notre dernière émission, que la démocratie ne vaut que ceux qui l'appliquent, n'est-ce pas? Le Sénégal a arrêté d'être un État démocratique depuis fort longtemps. Je ne comprends pas que si nous sommes, même si nous n'étions pas dans un État démocratique, mais au minimum dans un État de droit, qu'un policier, soit-il commissaire ou je ne sais pas qui, puisse décider de manière volontaire ou sous ordre reçu de je ne sais qui, de briser, n'est-ce pas, les vitres du véhicule d'un leader, briser en toute volonté, l'extirper dans des conditions inadmissibles. Parce qu'il a bien demandé, moi j'ai encore j'ai la vidéo, le président Ousmane Sonko a demandé, est-ce que je suis en état d'arrestation? Si je ne suis pas en état d'arrestation, je ne vois pas les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous cherchez à m'extirper de mon pays. Mais cela s'est fait dans une brutalité à nul autre pareil. Et j'appelle le peuple sénégalais, tout entier, qui est un peuple d'ailleurs responsable. On l'a vu d'ailleurs quand Macky Sall lui-même arrivé au pouvoir. Il y a des bandes qui sont restées sur Internet où il disait que si le président Ouad ne quittait pas le pouvoir, ben, il ira avec la jeunesse au palais parler de théologie. Donc, c'est vous dire quoi? Le personnage est resté typique d'une condescendance à nul autre pareil. On ne peut pas comprendre que, et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois que ce genre d'incident se répète. Que veulent-ils à Ousmane Sonko? Alors, permettez-moi, du haut de votre tribune ici, de lancer un Allez-y, appel, je vous en prie, oui, allez-y. un appel patriotique à toutes les forces qui luttent pour la dignité de l'homme noir. S'il arrivait quelque chose à Ousmane Sonko, que le président sénégalais ses responsabilités, l'Afrique lui sera invivable. Je dis et je me répète, s'il arrivait le moins pépin à Ousmane Sonko, et je ne suis pas le seul qui lance ce message-là, nous sommes une légion, nous sommes une multitude de combattants. Et qui sait, beaucoup parmi nous sont des anciens soldats. S'il arrive le moins mal à M. Ousmane Sonko, l'Afrique sera invivable au président Macky Sall et à sa famille. Ils ont intérêt à le laisser tranquille. S'ils sont sûrs de le battre aux jeunes, qu'ils y vont. Mais ce comportement qu'ils sont en train d'avoir vis-à-vis de lui, en cassant la vie, ils auraient pu envoyer des débris dans ses yeux et lui perforer l'œil. Tout pouvait arriver à ce niveau-là. Dieu merci, il en est sorti sain et sauf. Brutalisé, il a été obligé même, sa garde a été obligé même de lui mettre un masque. Je trouve ça inadmissible, intolérable, inhumain et dégradant. C'est impossible que de telles choses se passent encore au XXIe siècle. On ne peut pas Alors, continuer à monsieur faire. Souleymane Hamzat, qu'est-ce qui, selon vous, bien entendu, qu'est-ce qui peut justifier cet acharnement contre ce jeune opposant au Sénégal? Est-ce qu'il y aurait une instrumentalisation quelque part ou qu'est-ce qui peut expliquer Deux, cela? deux facteurs importants. Dans la gestion financière du Sénégal, vous savez que Ousmane Sonko est un expert des finances. Donc, c'est quelqu'un, quand il vient sur un plateau parler finances ou chiffres, il sait de quoi il parle. N'oubliez pas l'affaire du pétrole. N'oubliez pas l'affaire des impôts. C'est le même Ousmane Sonko qui met le pouvoir en difficulté. Mais le deuxième paramètre, c'est que le président Ousmane Sonko a une posture panafricaniste. Vous l'avez entendu dire, si je prenais le pouvoir par la grâce de Dieu,
Le premier pays où j'enverrai les forces sénégalaises, c'est le Mali, pour soutenir nos frères du Mali. Donc, c'est assez clair. Et en troisième position, si je peux vous citer un troisième point qui d'ailleurs fait trembler l'Occident, c'est que Ousmane Sonko, vous l'avez lu certainement, a dit qu'il faille que la France lève son genou du cou des Africains. Et par conséquent, qu'il fallait mettre un terme franc CFA. Donc, ça veut dire quoi? Il est droit dans ses bottes, il est dans une posture panafricaniste. Et vous savez en ce moment quel est le comportement des panafricanistes, soit-il au pouvoir, soit-il leader politique, ou soit-il des leaders d'opinion. Vous savez quelle est leur posture par rapport à l'Occident. Nous avons même appris de ces derniers temps-ci qu'un plan machiavélique avait été mis en place pour que d'ici le mois de juin, certains soient carrément tués, comme c'était le cas avec le président Sankara, Lumumba, n'est-ce pas, Agostino Neto, Amilcar Cabral, etc., etc., Muammar Kadhafi. Donc, nous sommes aussi en train de nous organiser. Qu'ils soient tranquilles, nous avons des légions, n'est-ce pas, qui se préparent à faire face à toutes ces éventualités. Et je pense que, de mon point de vue, le président Ousmane Sonko devait continuer la lutte. Il a le soutien de toute la galaxie patriotique panafricaine, du peuple africain qui ne demande qu'à ce que sa dignité, n'est-ce pas, sa reconnaissance au plan mondial soit faite et surtout que nous ayons désormais des dirigeants qui savent, n'est-ce pas, faire face à l'Occident et leur dire ça c'est possible, ça ce n'est plus possible. Vous avez rappelé cette phrase d'Ousmane Sonko: si je prenais le pouvoir, je vais envoyer nos soldats au Mali soutenir donc le pays frère qui est le Mali. Alors, allons vers le Mali donc avec le Burkina Faso bien entendu et la Guinée-Conakry, trois pays qui s'organisent depuis un certain temps bien sûr autour d'un projet de fédération, projet salué bien entendu par les panafricanistes. Et je rappelle que vous êtes président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Alors, quel commentaire faites-vous de ce projet? Écoutez, j'ai eu à faire cette intervention il y a environ 9 mois. C'était, je pense, quelque temps après, si j'ai bonne mémoire, quelque temps après la prise de pouvoir du colonel Mamadou Doumbouya. J'ai demandé à ce que, j'ai demandé, suite aux déclarations du colonel Mamadou Doumbouya qui disait que le Mali et la Guinée sont les deux poumons d'un même corps. Le Mali et la Guinée sont les deux poumons d'un même corps. Ce qui veut dire, si vous allez au Mali, que vous allez en Guinée, ce sont les mêmes réalités, ce sont les mêmes peuples. Je retourne d'ailleurs au grand empire Songhai de l'époque. Vous vous rendrez compte que, aussi bien le Bambara est parlé au Mali, il est parlé en Guinée, il est parlé en Côte d'Ivoire, il est parlé au Burkina Faso. Donc, on n'aura pas du mal à aller vers une fédération. Je ne pense pas. Et mieux, ces dirigeants-là qui aujourd'hui ont pris la responsabilité d'aller vers une fédération, c'est à saluer. Ça fait combien de lustres que nous parlons de l'Union africaine? Ça fait combien de lustres que nous parlons de la CEDEAO? Une CEDEAO qui n'existe que de papier. En dehors de quelques avancées que nous avons connues sur le plan de la circulation, c'est vrai, nous avons le même passeport, nous avons des difficultés à avoir la même carte d'identité alors qu'il fallait le faire. Je vous renvoie même au niveau de l'Union africaine où, il y a quelques années, le président Kagame exhibait le passeport africain à un sommet. Il était accompagné du feu maréchal du Tchad et du feu patriarche Mugabe. Qu'est devenu ce passeport africain? Je pense que s'il avait été instauré et mis en application, vous et moi n'aurons pas de difficulté à aller au Congo ou à venir au Bénin. Cela, nous allons de manière concrète dans le cadre ou d'une fédération ou d'une union. Il faut que les actes parlent désormais.
les actes nous amènent à réfléchir. Nous posons maintenant, cette fois-ci, des actes qui permettent à nos populations de savoir que, d'ailleurs, euh, non seulement les dirigeants prennent ces initiatives, mais les peuples en avant. Je vous donne un exemple particulier. Quand le Mali était sous embargo, vous avez vu ce qui s'est passé avec les populations, du côté aussi bien de la frontière du Sénégal que du côté de la frontière ivoirienne. Les gens ne contournaient pas la brousse. Ils rentraient en Côte d'Ivoire, ils allaient faire leurs affaires. Ça vous dit à quel point nos frontières, elles n'existent que de nom. Vous fermez une portion de terre, mais ça n'empêche pas les populations, entre elles, d'aller dans une synergie d'action qui puisse permettre de part et d'autre de réfléchir et de respirer un peu. Ça veut dire que vos décisions politiques ne valent que dalle. Donc, il faille aujourd'hui réfléchir et se mettre dans une posture de gens qui sont là pour régler les problèmes en Afrique. Je remonte pour vous dire que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été créée avec l'appui de ce même pays-là, le Mali, sous Modibo Keïta. Mais c'est le même Modibo Keïta qui avait demandé qu'on aille vers une fédération. Parce qu'on avait la facilité de la langue. Je vous ai dit précédemment sur notre ancienne émission concernant le Mali qu'aujourd'hui, le commandement au niveau de l'armée se donne en Bambara. Fixe, repos, garde à vous, ça se dit aujourd'hui en Bambara. Vous prenez le président Assimi Goïta, la meilleure langue par laquelle il approche son peuple, c'est le Bambara, puisque c'est la langue la plus parlée. Et une fois qu'il le dit, mais le villageois qui est tapis, je ne sais pas combien de kilomètres de Bamako, comprend ce qu'il dit. Et il faut quand même finir avec les langues des autres. Je pense que cette fédération fera très mal. Et je vois déjà, d'ailleurs, la CEDEAO qui s'agite en disant ça n'aura pas lieu. Mais depuis quand on interdit, n'est-ce pas, une possibilité, n'est-ce pas, d'union ou de fédération? Si je décide d'être le consultant de votre chaîne, en quoi cela concerne-t-il un État? Si nous décidons ensemble de fédérer la création, par exemple, d'une ferme sous-régionale, en quoi cela gêne-t-il les politiques? Si deux, trois États décident de fédérer et d'aller dans les mêmes objectifs, dans la même vision, qu'elle soit politique, économique, socio-culturelle ou culturelle, mais en quoi cela gêne-t-elle la CEDEAO? C'est à la CEDEAO de mettre boucher double pour prouver à nos populations à quel point elle est utile. Elle devait être la CEDEAO des peuples, mais elle est devenue la CEDEAO des copains. Et nous le savons. Mais est-ce qu'on peut penser que la CEDEAO, bien sûr, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, craint disparaître, comme l'a été d'ailleurs le G5 Sahel avec le départ du Mali? Est-ce que là, on craint bien sûr si le Mali, le Burkina Faso et la Guinée formaient une fédération, et probablement que les autres États aussi vont suivre et ben, on va assister finalement à la mort de la CEDEAO et pourquoi pas de l'Union africaine. Écoutez, qui n'aime pas les bonnes choses? Qui n'aime pas les choses bien organisées? Dans une synergie d'action bien cohérente? Qui ne l'aime pas? Ce que les chefs d'État burkinabés, maliens et guinéens font, vient de l'aspiration des peuples. Les peuples, ces peuples-là ne demandent que ça. Prenez le cas de, on retourne un peu à l'embargo qui faisait fureur sur le Mali. Le président guinéen, quoique d'autres lui attribuaient sa posture de légionnaire français, a ouvert le port, toutes les frontières maritimes et terrestres pour le Mali. Et tant que nous sommes deux poumons du même corps, si vous avez besoin de nous, le port de la Guinée vous est ouvert. Faites passer tout ce que vous voulez par là. Et d'ailleurs, il a mis des camions, il a mis tous les moyens à contribution pour que le Mali ait du carburant, ait de la nourriture et puisse tenir face à cet embargo. Vous direz de ce monsieur qui n'est pas en synergie avec cette fédération, allez de l'autre côté du Burkina. Quand le président Traoré a pris les rênes du pouvoir, il a bien dit que cela soit clair pour tout le monde, que le Mali et le Burkina sont de même peuple. Alors, qui viendra démentir ça? À moins d'être un timbré, excusez-moi le terme. Faites un fou, vous pensez que
ces peuples-là, qui sont unis à la base, soient divisés par le politique. C'est en cela que je vous dis, les nouvelles générations réfléchissent beaucoup. Et vous voyez d'ailleurs, quand un président veut aller un peu de travers, ben, les jeunes prennent la rue et lui annoncent les couleurs. Lui disent, monsieur le président, là n'est pas le chemin, c'est pas là que ça se passe. Et en toute honnêteté, toute analyse faite, les décisions politiques sont prises pour faire en sorte que les aspirations du peuple soient respectées. Moi, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter cette fédération. Ni la CEDEAO, ni les instances internationales. Et d'ailleurs, quand il a fallu créer les États-Unis d'Amérique, il a fallu une fédération. Chaque État a adhéré jusqu'à ce qu'on en arrive là. Si ça doit être le cas d'une CEDEAO, ben, il y aura une deuxième CEDEAO. Et d'ailleurs, rien n'empêche d'avoir plusieurs fédérations dans la sous-région. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'évidemment, cette fédération va intégrer l'aspect monétaire, bien entendu, et donc la fin, bien sûr, du franc CFA dans cette zone? Mais il se dit déjà dans les coulisses que deux ou trois langues seront adoptées. En tout cas, pas le français. Et je ne les cite pas ici. Mais en premier, le Mambara. En deuxième, il faille créer pour, une armée unique, une unique armée pour les trois pays. Et enfin, une monnaie basée sur l'or. C'est ce qui se dit là actuellement. Mais prenez la Guinée. C'est un réservoir d'or. Le Mali, c'est une catastrophe géologique en matière d'or. Le Burkina, n'en parlons même pas. 52 000 tonnes d'or l'année dernière, malgré les crises. Donc, c'est vous dire quoi? C'est vous dire à quel point, si nous nous basons sur, n'est-ce pas, le quota de création de monnaie, or, argent, ça veut dire que la monnaie qui va apparaître là, sous cette fédération-là, sera une monnaie extrêmement puissante. Parce que, étant assise, n'est-ce pas, sur les minerais d'or qui ressortent de ces trois pays. Et d'ailleurs, pour illustrer et pour appuyer mon argumentation, vous voyez depuis un certain temps que le Mali a refusé désormais de livrer son or à l'État brut. Ils ont même créé des usines de raffinage. Vous ne venez plus au Mali et prendre de l'or et partir avec comme vous le faites à l'époque. L'or malien est raffiné, traité, poli et il vous est vendu. C'est pareil au Burkina et c'est pareil aussi en Guinée. Donc, vous voyez, il y a une synergie d'action de la part des chefs d'État qui pousse vers une future monnaie. Et je vous parie que le jour où cette monnaie-là verra, même l'écho qui était impulsé par le Nigeria, qui d'ailleurs est en train de boiter ces principes des questions monétaires, risque de s'envoler. Je pense qu'il faut avoir un droit de regard sur ce que font ces trois chefs d'État, les féliciter, les appuyer et surtout leur faire savoir qu'ils sont en totale aspiration, en totale adéquation avec les populations. Je crois que vous l'avez remarqué aussi, c'est que tous ces pays, par exemple, qu'on vient de citer, le Mali, le Burkina et probablement la Guinée aussi, la Centrafrique, qui tentent de se démarquer de la zone d'influence française, sont en fait qualifiés d'être instrumentalisés, voilà, d'être instrumentalisés par la Russie, avec bien sûr en arrière garde le Wagner. Voilà, bon, c'est le nom qui revient souvent. Donc c'est la Russie et Wagner qui instrumentalise en fait, qui serait derrière. Écoutez, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Mais comprenez que la France, aujourd'hui, étant dans un déclin total, mais regardez ce qui se passe en France depuis quelques semaines. La loi sur les retraites, ça bat le macadam tous les matins. Parce qu'ils ne sont pas en cohérence avec leur population. La décision politique veut s'imposer, n'est-ce pas, la manière de vivre des Français. Et ils ont compris. Ils ont mis du temps à comprendre, malheureusement. Ce sont les mêmes Français qui ont voté en contre. Donc, moi, je pense que, à mon avis, hein, du point de vue
cette manière de voir ou de vouloir attribuer à tout va, n'est-ce pas, les malheurs de la France aujourd'hui, les déboires dans lesquels il se trouve à l'Afrique, à la Russie, n'est-ce pas, je pense que c'est une vue de l'esprit. Le français même est trahi par son comportement. Je vous donne un exemple. L'ambassadeur français qui est au Niger, qu'a-t-il dit ces derniers temps? Que l'eau du Niger appartient à l'Union Appartient. européenne. Franchement, il faut être timbré pour penser des choses comme ça. L'eau qui se trouve sous mes pieds, là où sont nés mes parents, mes arrière-parents, dans ce pays-là, africain qui s'appelle le Niger, appartiendrait à l'Union européenne. Je pense qu'il a fumé un peu une partie du canapé de son salon pour nous sortir des propos, des inepties de ce genre. Comment la diplomatie française a perdu celle-là même qui avait, où vous avez autant de Chirac, autant de Pompidou, mais la diplomatie française c'était une diplomatie de classe exceptionnelle. Mais c'est le même Macron qui a détruit aujourd'hui la diplomatie française. Vous l'avez vu, même au niveau du ministère des Affaires étrangères, il a détruit le statut, n'est-ce pas, qui conférait les diplomates français à l'étranger. Prenons le deuxième cas, celui du Burkina. Mais c'est le même ambassadeur du Burkina là, qui aujourd'hui a fait par des ramifications emprisonné un de nos chefs frères panafricains, en l'occurrence Nextor Podacé, qui se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux, soi-disant pour incitation à la destruction de l'ambassade du consulat français. Mais quand votre dignité elle est mise en difficulté, mais vous vous attaquez au bien aussi de l'autre pour lui montrer qu'il n'est pas chez lui. Et à l'époque, les soins Podacé demandaient à ce que le Burkina soit respecté. A-t-il tort d'avoir demandé ça? Nous profitons d'ailleurs de ce plateau, n'est-ce pas, très respectueusement, pour demander au président Ibrahim Traoré de la manière sankariste de mettre Nestor Podacé dehors et de lui accorder une liberté. Et je voudrais lui donner un exemple. Sur l'ancien chef d'État du Burkina, le capitaine Isidore Thomas Sankara, il faut qu'il prenne un exemple sur lui. Il y avait une étudiante burkinabé à l'époque à Paris qui était à quelques semaines de son examen rejeté, un examen qui est rejeté. Donc, sa carte de séjour partait à inspiration. Cette fille-là a été mise sur le vol UTA et renvoyée vers le Burkina. Vous savez ce qu'il a fait le président Thomas Sankara? Il s'est déplacé à l'ambassade, au consulat de France. Il a pris le premier secrétaire du consulat, il a foutu sur le premier vol. Il faut désormais que la loi du talion soit appliquée par le chef d'État. Si vous voulez nous faire respecter, si vous voulez vous faire respecter, face à ces genres de situations, on ne peut pas venir, n'est-ce pas, sur vos sols, venir emprisonner un des vôtres sous prétexte de la diplomatie. Mais de quelle diplomatie on vous parle? Et en troisième exemple, le cas de l'ambassadeur du Mali, qui se mêlait de tout. Il finançait les mouvements d'opposition. Il était dans un méli-mélo à nul autre pareil. Et vous parlant de la loi du talion, vous avez vu comment a réagi le président Assimi Goïta. Vous avez 24 heures pour sortir du pays, 48 heures maximum. Il a été viré. Voilà comment désormais nos chefs d'État doivent agir pour nous faire respecter. Et je pense que l'Afrique a des valeurs, l'Afrique a des coutumes, l'Afrique a une manière de vivre qu'il faut respecter. Quand nous allons en Europe, ils vous disent, vous devez respecter nos droits, coutumes. Le code français, coutumier français, vous le respectez ou on vous met à la porte. S'ils viennent ici, pareil. Est-ce que vous voyez d'ambassadrices françaises ou bien ambassadeurs français aller aux Émirats arabes unis et refuser de se mettre le voile? C'est des coutumes arabes. Vous avez dit, vous en avez déjà vu qui a refusé ça? Quand vous allez là-bas, vous êtes obligé
d'abdiquer. Oui, d'ailleurs, on l'a vu aussi lors de la Coupe du Monde, hein, les gens se sont conformés parce que malgré les contestations, malgré tout ce qu'on a eu à dire lors des préparatifs d'ailleurs de cette Coupe du Monde, mais on a vu que les gens finalement se sont accommodés à tout ce que, voilà. Mes frères, Euh, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est parce que le peuple arabe du Qatar sait se faire respecter. Il va falloir que nous fassions pareil. Ouais, aujourd'hui, là, vous allez au Mali, vous êtes un expatrié, vous contrôlez par 40 fois ce que vous sortez de la bouche avant de parler. Le moindre détail qui n'est pas en adéquation avec la politique du pays, vous êtes reconduit aux frontières automatiquement. C'est le même cas en Guinée, c'est le même cas au Burkina. Le président Ibrahim Traoré n'est pas passé par Kachoukouli. Vous avez 24 heures, vous dégagez. Ici, c'est le Burkina Faso. Et d'ailleurs, il y a une plaque à la sortie de l'aéroport du Burkina, du temps de Soma Sankara, où c'est écrit le Burkina n'est pas à vendre. Il faut la repeindre, cette plaque-là, et la remettre à sa place. Le Burkina n'est pas à vendre. Ceux qui rentrent chez nous, là, dans nos pays, doivent voir ça et les lire, n'est-ce pas? Photographier même et le mettre en mondovision. Le respect endogène commence par là. Vous nous insultez, vous vous ferez insulter. C'est la loi du talion. Et nous, nous sommes dans cette objectif. Vous nous piétinez, vous piétinez. Vous nous frappez si nous en avons les moyens, vous frappons. Et il ne faut pas oublier, nous sommes aujourd'hui dans une logique, dans une thématique de réflexion. C'est un groupe très restreint qui réfléchit sur savoir endogène. Vous savez, chez nous ici, au Bénin, le roi Béanzin, quand il a été pris par le général Dot, conduit vers le navire, mis à bord du navire, il a, il a juste prononcé des phrases, le navire a refusé de bouger. C'est connu. Allez dans l'histoire du général, du ah bon. roi Béanzin. Le navire n'est pas parti. Il a fallu le supplier pour qu'il revienne à de bons sentiments. Les gens lui ont dit non, on va juste pour que tu ailles connaître là-bas, le temps de sortir un peu de tout ce qui s'est passé et on te ramènera. Malheureusement, il est mort en Algérie, sur le retour, sur le chemin du retour. Donc l'Afrique regorge, n'est-ce pas, d'une science, une science qui est spirituelle. Je ne parle pas de religion, quoique les deux se rejoignent. Mais si vous avez ce genre de choses, pourquoi vous ne le mettez pas en profit du combat? Le président camerounais a dit la fois dernière, l'Afrique a des valeurs qui permettent de lutter contre Boko Haram. Pourquoi vous ne vous saisissez pas de ça? Mais le patriarche sait de quoi il parle. Et il faille maintenant que nous, la nouvelle génération, nous sommes en train de réfléchir sur ça. Nous approchons les anciens pour savoir mais, comment il s'était passé telle chose à l'époque. Pas que bon, nous, les jeunes, comprenez un peu. Quand on a quelque chose, bon, voilà, on veut montrer que. Hamzat, nous allons terminer parce que le temps évidemment nous presse par cette question, ce dernier volet qui nous reste d'ailleurs pour ce numéro de Droit de savoir, c'est la visite d'Emmanuel Macron en Afrique qui doit normalement prendre part au sommet, au One Forest Summit qui aura lieu bien sûr en Afrique. Et on se pose finalement la question, ce domaine-là, s'il faut parler de l'environnement qui semble poser d'énormes problèmes. Et on note aussi qu'il n'y a pas assez des avancées, mais très souvent, c'est finalement un prétexte beaucoup utilisé pour certaines puissances pour continuer évidemment à agir sur les pays qu'ils ont eu à contrôler. Est-ce qu'on peut penser que cette visite peut également servir à aller sauver les meubles, j'allais dire, sachant qu'en Afrique, vous l'avez noté dès le départ, que la France est en train de perdre, en fait, son Écoutez, influence. je fais deux analyses par rapport à ça. Il ne faut pas oublier non plus que dans ces pays-là où ils sont déchus complètement, renvoyés, reniés par les populations, mais il faut trouver un contexte. On vous met ça sur le sort de, comment j'appelle ça, de l'environnement. On met sur Oui, mais pendant l'environnement. que vous le dites, il faut noter également qu'il se rendra également au Congo-Brazzaville, qui est, bon, ce n'est pas moi qui le dis, hein, une dictature féroce qui broie sa population.
curieusement. Et ça, on ne veut plus regarder ça, ben, on va pour négocier sur l'environnement. Ben, écoutez, il y a des pays, quand vous les citez, vous voyez tout de suite la France derrière. Quand vous parlez du Gabon, vous voyez la France. Encore que ce dernier-ci est en train de courir du côté du Commonwealth. Quand vous prenez le Congo, on vous parle tout de suite de la France. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, ne parlons même pas. Ils sont mouillés, les autorités là-bas. C'est la France à 400%. Et je peux vous en citer beaucoup d'autres, dont C'est-à-dire, celui de quand vous la dites c'est la France à 400%, qu'est-ce que vous voulez dire par là? je veux vous dire qu'ils sont pilotés par la politique française. Ces pays-là ne sont pas des pays indépendants. Ces derniers temps-ci, vous avez vu un rapprochement, n'est-ce pas, du président Sassou avec la Chine, surtout en matière d'infrastructure. C'est des choses qui ne plaisent pas à la France. Et il faut y redorer le blason, relancer des choses. Mais la France, elle ne pense pas aux familles présidentielles. On met bien le président, on lui donne tout ce dont il a besoin, et puis bon, laisse-nous faire, laisse-nous piocher tout ce dont on a besoin. Aujourd'hui, vous pensez que les populations congolaises ne sont pas réveillées? Les populations congolaises sont réveillées. Il y a un temps pour chaque chose. Il arrivera le moment où celui qui hier se faisait passer pour le tonitruant, n'est-ce pas, invincible, il tombera comme une mouche. Prenez le cas du président Mobutu, qui était à l'époque, qui, de tous les chefs d'État de l'époque, était plus puissant que le président Mobutu. Mais il est tombé comme une feuille morte, déshonoré, enterré à l'extérieur. C'est maintenant que certaines voix là se lèvent du côté du Congo pour réclamer le retour de sa députée. Donc, c'est pour dire quoi? Rien ne nous étonne plus, nous, quand on voit le président Macron dans ces sommets qui n'ont ni tête ni queue. Ces sommets qui ne sont, mais qui ne viennent même pas parler des problèmes endogènes de notre. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin de quoi? De paix. Ils ont besoin de santé. Ils ont besoin de sérénité. Ils ont besoin de manger à leur faim. Ils ont besoin de se soigner. Ils ont besoin de s'instruire. Ils ont besoin de ces besoins fondamentaux. C'est de ça qu'a besoin le peuple congolais. Le peuple congolais s'en fout. D'ailleurs, l'un des poumons de la planète se trouve au Congo. Toute la vallée que vous voyez au Congo, là, respire, la terre respire de pas entre l'Amazonie et puis le Congo. Donc, vous voyez, c'est une manière de vous dire quoi. Les populations congolaises n'ont que d'aller de ça, elles n'en ont rien à foutre. Mais venir prendre des micros, toujours les mêmes discours, je l'ai entendu dans une ironie à nouveau pareil, parler on va supporter l'Ukraine jusqu'au dernier. Il a encore pouvoir pendant combien de temps? Il finira bientôt son mandat. Mais viendront après les conséquences de ce discours-là. Vous voyez, nos chefs d'État ne réfléchissent pas. Vous plantez une graine, elle pousse. Et quand elle va pousser, souffrez des débats. Ils vont répondre. Ils répondront devant un peuple qui marche tous les matins, qui demande à ce que, n'est-ce pas, le côté social, le côté des retraites, etc., soit pris en compte. Le peuple même fait des propositions. Vous n'écoutez pas, n'est-ce pas, le cri de cœur du peuple, mais vous avez 6 milliards de dollars que vous versez en Ukraine, sans compter l'armement, les munitions, les avions, les chars, tout ça là. Et vous laissez, vous mettez votre peuple de côté pour aller vous occuper d'un suicidaire. Il y a quelque chose qui ne marche pas sur ces chefs d'État-là. Donc, moi, pour moi, le peuple congolais ferait mieux de l'ignorer. Quand il viendra à l'aéroport, je pense qu'il ferait mieux d'aller se prendre un bâton de chikwang et penser à leur vente que de suivre des gens, des choses de genre. En tout cas, merci Souleymane Hamzat d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Nous en sommes très heureux d'ailleurs de vous avoir encore compté parmi nos invités aujourd'hui. Et comme on l'a toujours dit, on reviendra vers vous pour évidemment d'autres questions, à moins que vous ayez quelque chose pour conclure, bien entendu, de tout ce que nous avons dit, mais beaucoup plus surtout sur ce qui se passe actuellement entre le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry, parce qu'évidemment, cela pourra servir d'exemple et pour être finalement la base de cette souveraineté de l'Afrique tant souhaitée par les Africains. Écoutez, je voudrais profiter de votre plateau
pour lancer d'abord un appel patriotique. Je pense que tout Africain réfléchi devait adhérer à cette fédération. En tout cas, pour ceux dont les pays sont en tête. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes déjà dans cette fédération, même si nos présidents n'y adhèrent pas. Le deuxième point, c'est que par rapport à l'idée même, il faut que les populations sachent que ce n'est pas une idée nouvelle. Elle date du président Modibo Keïta. Aujourd'hui, elle est ressortie, n'est-ce pas, à décembre pour être mise en exergue. Je pense qu'il faut un appui total et conséquent. Sur ce qui est de la politique internationale, par rapport, n'est-ce pas, aux sollicitations de l'Ukraine sur les pays africains, je pense que c'est une vue de l'esprit. Nous avons des problèmes endogènes qu'il faille régler avant de penser aux autres. Quand votre case brûle, vous n'allez pas sauver celle du voisin. Sauvez d'abord la vôtre. Et en dernier, je voudrais remercier la chaîne TLR TV, les éminents journalistes que vous êtes, les techniciens qui font un travail titanesque afin que nous soyons entendus aux quatre coins du globe. Vous remercier du fond du cœur pour tout votre apport, n'est-ce pas, au combat patriotique panafricain. Soyez-en salués, le mérite vous revient et sachez que nous, en ce qui nous concerne, vous avez la palme d'or parce que votre combat est intrinsèque. Vous n'arrêtez pas de poursuivre l'information, même dans les hameaux les plus compliqués, pour éclairer les populations. Prions Dieu, lui par qui tout est venu et par qui tout retournera, qu'il veille sur vos vies, qu'il veille sur celle de nos familles, qu'il veille sur la chaîne TLR TV et qu'il veille sur tous ceux qui, de loin ou de près, participent, n'est-ce pas, à l'éveil de cette chaîne-là. Dieu vous bénisse et que la bénédiction divine soit sur tous. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, nous vous prions donc de liker, de partager pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, pensez aussi à vous abonner pour être prévenus de toutes nos prochaines publications. Je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci.